Bonjour, pour trouver le succès, l'entreprise doit-elle devenir humaniste? C'est en tout cas le credo d'une nouvelle génération de dirigeants qui veut remettre l'homme, l'humain au sens large et l'environnement au cœur des préoccupations économiques. Un bien joli projet de capitalisme moral que nous allons découvrir aujourd'hui avec l'un de ses ambassadeurs qui est Jacques Huybrecht. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Entrepreneurs d'Avenir, qui est un réseau de dirigeants qui s'engage à voir l'entreprise sous l'angle des valeurs. Première question, ça vous est venu d'où ce désir de créer Entrepreneurs d'Avenir? Ça vient d'abord d'une expérience personnelle de dirigeant d'entreprise. Donc ça fait 20 ans que je co-dirige avec mes associés une petite structure qui est à Paris, d'une vingtaine de personnes. Nous avons lancé depuis 20 ans un certain nombre d'événements qui traitent de ces enjeux-là, premièrement. Deuxièmement, nous avons... alors, dans notre cas, assez naturellement et en progressant, bien évidemment, puisque la responsabilité sociale, c'est une dimension de progrès permanent, on a toujours fait en sorte que l'entreprise, notre entreprise, soit à cheval entre, bien évidemment, la nécessité d'avoir un projet économique qui soit viable, qui soit pérenne, mais aussi la certitude que l'enjeu humain était au cœur de notre projet, quelle que soit l'activité, quel que soit ce qu'on fait. Et donc vous avez eu envie... C'est vraiment les personnes qui font l'entreprise qui la portent et qui doivent la porter. Vous avez eu envie donc de fédérer des entrepreneurs qui pensaient un petit peu comme vous, c'est-à-dire voilà. Qui se sont dit on va faire de l'entrepreneuriat social, entre guillemets? Alors on a des entrepreneurs sociaux purs dans le réseau, mais on a des entreprises de marché purs qui sont dans le commerce, l'industrie, dans le lourd, dans le service, mais qui sont tous des dirigeants ou des dirigeantes qui pensent qu'effectivement leur projet il est global, il n'est pas simplement économique et financier, il est aussi humain, il est écologique, il est beaucoup plus global que la simple rentabilité de leur entreprise. Donc effectivement, ce qu'on a voulu faire, c'était une des dimensions importantes, c'était de réunir des entrepreneurs qui partagent ces valeurs et qui pensent qu'effectivement, ce seront les valeurs de l'entreprise d'avenir. Alors, vous vous définissez comme une organisation pour qui, je cite, « la compétitivité doit se conjuguer avec le respect de l'individu, de son bien-être au travail, des normes éthiques, sociales et environnementales ». Est-ce que vous n'êtes pas finalement un grand rêveur ? Non, pas du tout. Non, je pense qu'effectivement, c'est le modèle de l'entreprise d'avenir. C'est une nécessité, c'est-à-dire que l'entreprise, comme jamais dans l'histoire de l'économie et du capitalisme, est au cœur d'enjeux qui se croisent, qui sont des enjeux à la fois alarmants si on les prend sous cet angle-là, mais qui sont aussi des défis formidables pour tous les acteurs, notamment les acteurs économiques. Donc ce sont effectivement des sujets économiques, des sujets sociaux, humains et des préoccupations écologiques. Donc l'entreprise actrice de changement, puisque c'est un peu comme ça qu'elle se définit, elle a relevé ces défis-là. Donc c'est pas un rêve, c'est une réalité à laquelle l'entreprise, qu'elle le veuille ou non, aura à faire face. Si elle ne le veut pas, elle y sera contrainte, et ça commence à être le cas. Le Grenelle commence à encadrer en France un certain nombre de réglementations et d'objectifs qui sont assignés aux entreprises. En revanche, si elle le veut, c'est-à-dire que si elle en prend son parti et si elle le prend comme un challenge, je trouve que c'est une autre manière et c'est une manière de reconsidérer la fonction même de dirigeant et d'entreprise qui donne un formidable espoir. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a un petit côté 68, Woodstock, Peace and Love, un petit peu dans votre démarche. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui disent que vous êtes un peu utopiste? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, après la crise qu'on a connue, féroce, le chômage, les fermetures d'entreprises, les entrepreneurs qui ont du mal à créer, est-ce que cette démarche s'inscrit réellement dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui? Et si oui, en quoi? Encore plus, puisque vous donnez les constats, en pleine crise financière, économique, sociale, écologique, ça donne des responsabilités à tous ceux qui veulent en prendre, justement. Donc à partir du moment où on prend la responsabilité de conduire une équipe, une entreprise, de la mener, de la créer, de la mener, on a cette responsabilité, j'ai envie de dire, encore plus qu'un acteur qui ne prend pas ces responsabilités-là, pour conduire ce changement. Voilà. Donc c'est au contraire, c'est la période qui suscite la nécessité, le besoin, mais aussi l'envie de dirigeants de porter tous ces sujets en même temps. Alors c'est pas simple, c'est-à-dire que c'est effectivement
complexe, c'est-à-dire qu'il faut maintenant allier à la fois des capacités à innover, à créer de la richesse économique, mais aussi à intégrer des enjeux humains, des enjeux sociaux, des enjeux écologiques, des enjeux de gouvernance, de performance globale, de réconciliation de tous ces enjeux-là. Donc ça crée effectivement de la complexité, mais ça fait partie des enjeux et des challenges qu'on a à relever. Alors concrètement, dans la gouvernance au quotidien, comment ça se traduit? Parce qu'effectivement, il y a plein de jolis concepts que vous nous faites partager, mais concrètement, ça veut dire quoi? Être plus gentil avec ses salariés, recycler ses déchets, comment ça se matérialise? Par tout ça, être plus gentil avec ses collaborateurs, pour moi, c'est une évidence. Être plus ou gentil ou tout simplement en phase avec toutes les équipes, ça me paraît être la dimension centrale. Voilà, et sans angélisme aucun, hein, c'est simplement de considérer que chaque personne est d'abord un être humain et qu'il a le droit au respect, à la considération. Alors effectivement, il a des objectifs à remplir, il a un certain nombre de choses, de contraintes qui sont liées à l'univers du travail, mais la question humaine est centrale, la question sociale. Alors bien évidemment, le minimum, c'est le respect précis, voire le dépasser des obligations sociales que toutes les entreprises ont. Ça, c'est la première dimension. La dimension écologique, bon, elle est effectivement relativement récente dans l'histoire des entreprises, mais elle est rentrée de plein pied avec le Grenelle dans notre pays. Parce qu'elle coûte aussi, cette démarche. Elle est essentielle, elle est très importante. Alors, nous, on ne la dissocie pas de la dimension humaine, parce que tout ça va ensemble. L'écosystème dans lequel les entreprises évoluent doit être un écosystème qui soit équilibré, tant humainement qu'écologiquement. Donc c'est non seulement une préoccupation, mais ce sont des enjeux que l'entreprise doit intégrer de sa création, pour tous les créateurs, je sais que cette chaîne s'adresse aussi aux créateurs. Prenez, créateurs, ces dimensions immédiatement en compte. D'abord, ça sera un élément de différenciation par rapport à ceux qui ne le font pas encore, dans 10 ans. C'est-à-dire, on peut communiquer dessus, ça fait un peu office de communication. Si ça ne fait pas greenwashing, on peut communiquer dessus. Voilà, si c'est vraiment sincère, faut faire attention si au c'est vraiment greenwashing. intégré, oui, on peut communiquer dessus parce que par ailleurs, c'est une attente du consommateur, c'est une attente des parties prenantes de l'entreprise, donc il faut le faire savoir. Donc pas de problème de communiquer si c'est réel, si c'est vraiment intégré. Alors le greenwashing, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on communique en disant je suis vert, je suis éco-responsable et qu'on ne le fait pas, en oui, gros. Hein. Absolument. Voilà, parce que c'est pour ceux qui peut-être ne le savaient pas. Oui. Comment faire pour faire rejoindre en fait l'intérêt économique de l'entreprise, à savoir sa performance financière, hein, puisque une entreprise c'est fait pour gagner de l'argent, et l'intérêt des salariés, parce que ça ne va pas toujours de pair. Comment on fait pour faire rejoindre comme ça ces deux univers? Pour moi, ça va vraiment de pair, c'est-à-dire que c'est tout à fait conciliable et c'est une évidence. Me semble-t-il que des salariés travaillant dans un contexte humain, social équilibré seront plus productifs. Ça me paraît, en tout cas, mon expérience le montre et le démontre, et qu'on n'a pas besoin de jouer sur la carotte, le bâton pour faire avancer ces équipes et pour les faire adhérer à un projet. Voilà. Donc si dans le projet, il y a un mélange de projets économiques et de projets globaux, de projets humains, de projets écologiques, les équipes suivront et adhéreront encore plus au projet. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inadéquation entre la performance financière et le respect humain et le respect des grands enjeux écologiques. Alors, le problème qui peut peut-être y avoir, c'est si on se concentre un peu trop sur les attentes et l'intérêt des salariés, est-ce que ça ne va pas vite se transformer en bureau des pleurs, vous voyez, en revendications un peu inutiles? Est-ce que ce n'est pas ça le risque aussi? Non, parce que je pense que les revendications, elles viennent surtout quand ces dimensions ne sont pas respectées. Donc je pense que c'est aussi une manière d'éviter et de travailler sur ces éventuelles attentes. Si on peut devancer ces enjeux-là et les porter au sein du projet global de l'entreprise, on évite effectivement des problèmes, des conflits, des salariés qui ne sont pas contents, l'absentéisme, des gens qui ne sont pas heureux au travail, etc. Alors concrètement, comment ça se traduit? Est-ce qu'il faut augmenter les salaires, prévoir par exemple comme aux États-Unis des moments off avec des salles de sport, avec la possibilité pour chaque salarié de pouvoir aller sur ses projets personnels
personnel. Google fait ça, par exemple. 20% du temps de travail des salariés de Google est prévu pour leur projet personnel, ce qui leur permet d'être plus productifs. Est-ce que c'est ça, un petit peu? Alors, je pense que chaque entreprise, d'abord, est un cas extrêmement différent. On ne peut pas comparer une entreprise industrielle d'une entreprise de service, une entreprise du numérique comme Google. Donc, chaque entreprise doit adapter ses engagements à ce qu'elle est, à ce qu'elle fait, à son histoire, à son contexte, à ses équipes, à ses dirigeants, etc. Bon, maintenant, je pense qu'il y a effectivement des données fondamentales. La question de la rémunération, puisque vous parlez de ça, ça me paraît être une question fondamentale. Le problème, ce n'est pas tellement le niveau de la rémunération, parce qu'on a bien conscience que chaque entreprise est un cas différent. Il y a des entreprises qui peuvent rémunérer, qui sont sur des niveaux de rémunération plus élevés que d'autres. C'est une question d'équité. Je pense que le point fort, le point important dans l'entreprise, c'est l'équité entre les rémunérations. Voilà. Je lisais un article par ailleurs qui montre que les salariés sont aussi en attente d'être associés aux résultats, mais de manière équitable. Ce n'est pas les dirigeants qui sont associés plus que les autres. C'est tout le monde bénéficie d'un partage de la valeur ajoutée qui soit équitable. Donc, pour nous, par exemple, chez nous, dans notre entreprise, ça a été un sujet fondamental. Les actionnaires ne touchent pas de dividendes. Il y a un écart de 1 à 3 au niveau des salaires. Enfin bon, voilà, c'est des choses qui me paraissent évidentes. Mais est-ce que toutes les entreprises ont le loisir d'agir comme vous, justement? C'est pas une question de loisir, c'est une question de choix, c'est une question de... Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'elles en ont la capacité financière? Parce que finalement, pour avoir cette... Mais elles se porteront mieux si effectivement l'écart des rémunérations n'est pas trop élevé. C'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il faut le faire depuis le début. Voilà, en tout cas il faut l'intégrer si possible depuis la création de l'entreprise, quelle que soit l'échelle de l'entreprise, c'est une question, et je pense qu'on va continuer à voir dans l'actualité ce type de préoccupation, de salaire mirobolant, de dirigeants, et c'est pas être démagogique que de mettre ça sur la place publique et d'en parler. Pourquoi le dirigeant aurait des rémunérations 100 fois ou 200 fois plus élevées que le premier salaire de l'entreprise? Je ne vois pas en quoi, qu'est-ce qui justifie cela. Donc pour moi, c'est un élément central, la question de l'équité et du partage de la valeur. Un autre exemple? Est-ce que vous avez un autre exemple de process précis en entreprise? Le cadre de travail, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles sont exercées les fonctions et le travail. Ça me paraît être... Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Si Google veut faire des salles de gym, pourquoi pas. Bon, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit forcément... parfois, ça cache même d'autres sujets où on demande aux salariés de rester plus longtemps et d'être super productifs, etc. Donc attention, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément un indice de sincérité sociale que d'avoir des salles de gym. C'est du social washing dans ces cas-là. Il faut faire gaffe, quoi. Il faut faire attention à ça. Ça peut être effectivement le cas. Si effectivement c'est sincère et que par ailleurs tout le reste y est, pourquoi pas. Moi, je pense que fondamentalement, ce qu'attendent les salariés, c'est aussi un respect de la vie privée. Donc l'entreprise, en tout cas, nous on essaie de faire ça dans notre entreprise, doit d'abord comprendre que les salariés ont une autre vie et qu'il faut trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Je pense que c'est un axe majeur et qu'il faut faire tout ce qu'on peut mettre en place pour que l'annonce d'une grossesse, la nécessité d'aller récupérer des enfants, mère ou père d'ailleurs, c'est pas le problème, ce soit non seulement pris en compte, mais que ça fasse partie de la vie normale de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est important. Après, bien évidemment, tout le reste... il y a des entreprises qui essaient d'introduire de la démocratie, donc d'associer les salariés dans les scopes, par exemple, parce que la majorité du capital est détenu par les salariés, donc le droit de regard des salariés est important, mais ça, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas obligé de mettre en place une démocratie totale. C'est d'ailleurs pas un lieu de démocratie, l'entreprise, pas encore en tout cas. Voilà, et puis après, chaque entreprise va chercher les incitations humaines, les incitations sociales qui est le plus adapté à son contexte, à son entreprise, à sa taille, à sa situation géographique, etc., etc. Alors, pour conclure, assez rapidement, vous avez mis en place un Parlement des entrepreneurs d'avenir. En quoi ça consiste? Comment on peut y participer?
Alors, le Parlement, c'est le moment fort de la dynamique Entrepreneurs d'avenir, hein, qui réunit quasiment 450 entrepreneurs français à ce jour, qui va progresser, j'espère, dans les mois qui viennent. Donc, le Parlement se déroulera, c'est la deuxième édition, hein, puisque la première édition a eu lieu en 2009, la deuxième édition le 12 et le 13 mai à Nantes, sur le campus d'Audencia. Et l'objectif, c'est de réunir à la fois tous les entrepreneurs d'avenir et d'autres entrepreneurs et d'autres dirigeants et d'autres parties prenantes du monde de l'entreprise pour d'abord échanger sur toutes les bonnes pratiques qui sont mises en place dans nos entreprises, échanger sur des sujets qui nous paraissent importants pour réinventer ce modèle, puisque ce sera le thème du Parlement, comment réinventer l'entreprise pour un avenir souhaitable. Donc on aura une quinzaine de commissions dont l'objectif, en fait, à chaque fois est de partir des expériences menées par des dirigeants et d'essayer d'en tirer un certain nombre de conclusions pour transformer les entreprises et le monde économique. Donc, alors comment on y participe encore rapidement? Alors concrètement, on s'inscrit, il y a un site, entrepreneurdavenir.com. On pourra s'y inscrire effectivement à partir du mois de février, c'est un tout petit peu tôt pour l'instant. Et voilà, on remplit un bulletin d'adhésion pour aller au Parlement et voilà. Donc, mais bien évidemment, il y aura une priorité qui est adressée aux entrepreneurs d'avenir eux-mêmes, à tous ceux qui font partie du réseau, parce que je pense qu'on aura un peu plus de monde que de places disponibles. Mais a priori, tout le monde peut y participer. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de ce réseau Entrepreneurs d'avenir. Vous aussi, chers amis, soyez des entrepreneurs d'avenir en étant gentils avec vos salariés. Non, trêve de blagues, soyez tout simplement plus humains, ça suffira. Au revoir, merci.